Et on va passer maintenant au sujet d'aujourd'hui. Alors, Éric Zemmour. Éric Zemmour, il dit plusieurs choses dans les médias. Et il y a, je crois, de cela peut-être 1 ou 2 mois avant cela, il y a eu sur CNews une émission dans laquelle il a été invité. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. On va l'écouter et on va revenir au studio. Écoutons-le. Les Verts, ils en ont rien à faire. Les Verts sont des multiculturalistes assumés. Les Verts sont des immigrationnistes assumés, des sans-frontiéristes assumés. Ils pensent qu'ils ont souci de la nation française comme de leur dernière éolienne. Si vous voulez, le vert des Verts correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Le vert des écolos correspond au vert de l'islam. Monsieur Asif Arif, quelques mots sur ces propos d'Éric Zemmour. Alors, vous savez, il y a une série de tweets qui étaient très drôles à la suite de ce que Éric Zemmour avait dit. Ils ont dit que le vert du dinosaure de Denver, c'est dû à l'islam. Le feu vert, tiens, le feu est au vert, et puis c'est l'islam aussi qui l'a fait passer au vert. Bon, bref, écoutez, tous ces propos sont complètement farfelus et ne font que discréditer la parole de son auteur. Alors maintenant, son auteur, il faut dire quelques mots sur Éric Zemmour. Je veux dire, Éric Zemmour, le problème, c'est que par moment, il va dire des choses qui sont tout à fait correctes, sur lesquelles il y a possibilité de débattre, et de l'autre, il va dire des choses sur lesquelles il n'y a pas de possibilité de débattre. Vous savez, la limite du débat, c'est l'incitation à la haine contre un groupe, que ce soit un groupe religieux, un groupe ethnique, un groupe... Éric Zemmour a été condamné quand même à de multiples reprises, hein. Et d'ailleurs, la dernière audience, il ne s'est même plus présenté, à croire qu'il a perdu espoir. Il a été condamné à de multiples reprises, et vous avez le comédien Omar Sy qui disait « Moi, je ne veux pas discuter avec un repris de justice ». Et il a tout à fait raison. Il n'a pas à discuter avec quelqu'un qui a été condamné pour incitation à la haine à l'égard des musulmans, tout plus particulièrement. Bon, maintenant, on voit qu'il récidive, donc on voit que les condamnations, lui, ça lui passe outre. Alors, il est très attaché à la République, il est très attaché à l'État de droit, très attaché aux frontières, mais quand c'est sa propre condamnation qui est en jeu, là, non, on fait des exceptions pour M. Zemmour. Oui, effectivement. Bon, D'ailleurs, si je peux me permettre, parce que ces personnes-là, ce sont les premières qui pointent du doigt les complotistes quand ils sont à la télévision. À théorie du complot, à complotisme. Mais quand c'est Éric Zemmour, tout passe. Ça passe tranquillement. Oui, ça passe parce que, vous savez, les chaînes sont aussi rappelées par des objectifs d'audience, et donc Éric Zemmour, par les positions qu'il prend, eh ben, il attire un certain nombre d'audiences, et cette audience, elle n'est pas nécessairement pro-Éric Zemmour. Parfois, vous savez, c'est juste pour le spectacle, hein, pour regarder Éric Zemmour balancer des choses sur les musulmans, balancer des choses sur l'État, et donc, écoutez, ce qui est plus inquiétant, c'est parfois la manière dont les choses sont faites. C'est que Éric Zemmour, regardez, quand il s'est fait agresser dans la rue, et c'est inacceptable d'agresser Éric Zemmour dans la rue, et il reçoit un coup de fil du président de la République qui lui parle pendant 50 minutes sur son agression. Maintenant, regardez tous les musulmans qui ont été offusqués par le vert de l'islam, c'est le vert des écolos. Est-ce que le président de la République a eu un mot pour les musulmans? Mais un mot, hein, on ne demande même pas 50 minutes, on demande un mot pour les musulmans sur le fait que cette position d'Éric Zemmour est inacceptable. C'est une forme d'agression verbale également à l'endroit des musulmans. Éric Zemmour, il n'en est pas à sa première. Il dit que le général Bugeaud, qui a exterminé des gens, était quelqu'un de bien. Bon, il a des positions qui sont mais dégueulasses, franchement, disons ce qu'il est. Et Raphaël Enthoven disait quelque chose de très vrai, même si je suis rarement d'accord avec lui. Et il disait que moi, je peux apprécier Éric, mais je ne peux pas aimer Zemmour. Et je pense que c'est un peu ça, c'est que en tant que personne, il a des idées et il les exprime, et c'est très bien qu'aujourd'hui on puisse exprimer des idées qui parfois choquent, qui parfois heurtent, et c'est important pour notre démocratie de pouvoir les entendre. Mais de l'autre côté, Zemmour, c'est l'envers de la pièce. C'est-à-dire que c'est celui, en fait, qui pousse à la haine, qui, quelque part, porte atteinte
à la dignité, à l'intégrité de personnes qui sont issues d'un groupe religieux. Et souvent, Oui, c'est l'islam qui est concerné. Donc, Effectivement. ça, effectivement. Effectivement, monsieur Assif Arif. Alors, vous avez mentionné justement cette tendance qui s'est créée sur Twitter. On l'a vu, une tendance qui était Zemmour Facts, qui était évidemment sarcastique pour exprimer ce propos qu'a tenu Éric Zemmour. Et pour rappel, vous avez très bien fait de le mentionner, Assif Arif, l'agression est à condamner. Tous les musulmans aujourd'hui, il faut savoir une chose, évidemment, en tant que musulman, on ne peut pas agresser une personne, que cette personne soit d'accord avec nous ou non. L'islam, en tant que musulman, nous devons de garantir la paix de la société dans laquelle nous vivons. C'est le mot, c'est cela que signifie en réalité l'islam. Donc cette agression, nous la condamnons de la manière la plus forte possible. Mais on a eu des tweets, et on va les montrer d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas vraiment quoi dire sur ces propos. On a eu un tweet de Malik Bentala, l'humoriste que vous connaissez très bien, qui dit dans un de ses tweets « On se voit vendredi à Jardiland pour Jumu'ah les frères ». C'est le premier tweet. Le deuxième qu'on a, c'est un tweet d'Insoumix qui nous dit « Rappelons que l'islamo-rito se boit avec modération ». Voilà, alors on en est resté là, alors même s'il y avait énormément de tweets qui se moquaient justement de ces propos. Il y a quand même, Assif Arif, on va revenir vers vous, parce qu'il y a quand même des choses qui méritent une certaine réflexion dans les propos d'Éric Zemmour, sans prendre ce propos en particulier. Mais quand il parle, par exemple, de l'assimilation, du grand rassemblement, qu'est-ce que vous pensez de l'assimilation, pardon. Quand il dit, par exemple, qu'un musulman qui est en France, pour s'intégrer, devrait avoir des noms français, comme, je ne sais pas moi, Arthur, par exemple, est-ce que ça paraît véridique, ça paraît, je veux dire, ça paraît sensé. Est-ce qu'un musulman aujourd'hui en France doit se donner des noms de Français, Assif Arif? c'est une question, moins, plus une question interrogative que vraiment une question pertinente et intéressante. Écoutez, on n'est pas en 1840, d'accord, on est au 21e siècle, on a quand même un peu évolué. Les gens, il y a eu la mondialisation des échanges, la mondialisation du commerce. Si M. Zemmour veut retourner en 1848 à l'époque de Napoléon, ben, il revêt sa redingote et puis il repart à l'époque. Mais pour l'instant, il met un costard-cravate bien tiré et façon 21e siècle quand il vient sur les plateaux de télévision. Donc, c'est pas parce que M. Zemmour s'appelle Éric que tout le monde doit s'appeler Éric, Catherine ou Françoise. Donc, la question, c'est qu'il y a dans notre état civil une liberté. Vous êtes libre de pouvoir vous appeler comme vous voulez, à condition que ce nom ne soit pas tristement célèbre. Par exemple, vous n'allez pas vous appeler Adolf Hitler, vous n'allez pas vous appeler Renaud Mégane. Vous voyez, il y a eu de la jurisprudence d'ailleurs dessus. C'est pour ça que je vous cite ces deux exemples. Donc, à condition que vos noms ne portent pas atteinte à un intérêt, on va dire, plus général, vous pouvez vous appeler comme vous voulez. Donc, que vous appeliez Mohamed, Adnan, Assif ou Omar, ça ne pose aucun problème à la France. Et il faut le dire aussi à ces gens qui s'appellent Mohamed, qui s'appellent Omar, ou qui s'appellent peu importe le prénom, mais qui ne soit pas un prénom français, vous n'êtes pas un problème pour la France. Et ça, il faut que ce soit clairement inscrit dans votre tête. La deuxième chose, c'est que l'assimilation, vous savez, on la compare souvent au multiculturalisme qui est pratiqué par les pays anglo-saxons. Oui, effectivement. Alors, Oui, effectivement. quelle est l'idée? L'idée, c'est que l'assimilation est une politique publique qui est menée généralement par l'État et qui vise à dire une personne qui a une culture doit la mettre de côté pour s'assimiler totalement à la société dans laquelle il vit et puis ensuite pouvoir s'épanouir dans la société dans laquelle on vit, et donc ça trouve ses racines dans l'universalisme. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'universalisme républicain, tout le monde doit être pareil, tout le monde soit habillé en blanc et tout le monde... Ça ne fonctionne pas. L'assimilationnisme ne fonctionne pas comme théorie lorsqu'elle est poussée à l'extrême, notamment comme avec Zemmour. Ensuite, vous avez le multiculturalisme. Le multiculturalisme, à mon sens, quand il va trop loin, peut aussi poser des problèmes. C'est-à-dire qu'on reconnaît la culture de l'autre et on la reconnaît de manière totale à 100%. Alors ça peut poser des problèmes parce que ça peut, vous savez, parfois on a eu ces problèmes, notamment en Allemagne, où il y avait certaines personnes qui, à côté de la police, avaient créé une charia police. Ça, c'est pas acceptable. Vous voyez, on peut pas faire des choses comme ça. Ça, c'est même inacceptable dans un État qui est régi par la police de l'État de droit. Voilà. Donc,
dans ce cas-là aussi, le multiculturalisme va trop loin. Donc, en fait, la solution la plus raisonnable aurait été de prendre une dose d'assimilationnisme, c'est-à-dire de dire aux personnes, il faut que vraiment nos valeurs communes, c'est-à-dire le respect de la justice, le respect de la loi, le respect de l'état de droit, soient gravés dans tout individu qui entre dans un pays occidental, par exemple. Et puis ensuite, par la suite, dire, mais en revanche, on n'abandonne pas vos cultures, vous pouvez ramener votre culture. Et je pense qu'aujourd'hui, le pays qui le matérialise le mieux, c'est le Canada. Parce que le Canada, lorsque vous allez notamment récupérer votre nationalité, ils vous disent, écoutez, regardez votre prochain, saluez-le, respectez et dites-lui quels sont vos points positifs, quelle est votre culture, et surtout ne la laissez pas chez vous, c'est ce que Justin Trudeau disait aussi également, c'est amenez-la dans notre pays parce que ça renforce notre patrimoine culturel. Et donc ça, c'est très... On va revenir vers vous. Merci beaucoup pour votre intervention. En tout cas, c'est très intéressant. Peut-être qu'un jour, on aura l'opportunité de parler de ce sujet avec plus d'ampleur. Monsieur Omar, est-ce que vous avez quelques mots à dire sur cette assimilation? On va vous laisser quelques minutes. On va revenir vers Asif Arif après. Monsieur Omar Ahmed. Je pense que Maître Asif a tout dit sur la question. La seule chose, c'est que moi, en ce qui me concerne, quand j'entends assimilationniste, ça renvoie un peu à quand même au racisme colonial, parce que c'était par ce biais-là que justement, c'est une connotation qui vise à faire croire qu'il y a une race qui est supérieure à une autre, et que parce qu'elle est supérieure, donc forcément, elle doit oublier sa culture et adopter la culture du vainqueur. Et moi, je suis sidéré qu'au XXIe siècle, après toutes les avancées qui ont été faites, et qu'on a essayé, on ne vit plus à l'époque des colons, on ne vit plus à l'époque de l'esclavage, on vit dans un monde globalisé, mondialisé, la Terre c'est devenu comme un village, où on est tous censés avoir grandi, évolué dans nos mentalités, et ne plus se regarder de haut, mais d'égal à égal. On est en train de banaliser de tels propos et de les laisser se faire laisser ces propos-là être que diffusés de manière banale. Si bien qu'à un moment donné, il y avait un artiste qui disait une chose que j'aimais bien, que je trouve qui est vraie. La parole raciste, c'est complètement libéré en France, notamment à cause d'individus comme ce personnage-là, qui comme l'a dit Asif Saab, c'est un repris de justice et pourtant on lui laisse une tribune pour pratiquement inciter à la haine et systématiquement toujours stigmatiser des populations en disant que c'est de leur faute, c'est de leur faute, c'est de leur faute, si bien que les gens se sentent le droit de dire oui, effectivement, c'est parce qu'ils sont pas comme nous que voilà, c'est à cause d'eux qu'il y a des problèmes en France. Et après, on résume tous les problèmes à des problèmes de race. Alors que les problèmes sont plus profonds, ils sont sociaux, ils sont économiques, ils sont voilà, il y a diverses sources des problèmes que rencontre la société actuelle. Et à cause du fait de banaliser ce genre d'individus avec des propos qui sont encore une fois sidérants au XXIe siècle, alors qu'ils font écho à des périodes sombres de notre histoire, je trouve ça inadmissible. Mais Monsieur Omar, le nom Arthur vous irait bien à vous, non? Ouais, j'ai un ami musulman Ahmadi qui a le nom, je ne peux pas le prendre. Ah d'accord, ok. Alors on va revenir sur avec Asif. Alors Asif, une autre question s'il te plaît. Qu'en est-il du grand rassemblement? Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que... Allez-y. Grand remplacement. Le grand remplacement, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Rassemblement. Ah pardon, excusez-moi. Le grand remplacement. Le remplacement, il y a un gros problème. Théorie qui consiste à dire, et vous pouvez me reprendre si je dis des bêtises, qui consiste à dire que d'ici quelques années, si on continue comme ça, la grande majorité de la population française sera musulmane, puisque c'était le cas, je ne sais pas, en 1980, et que ça a évolué, et que maintenant il y a 6 millions, 7 millions de Français. Si on continue comme ça, il n'y aura que des musulmans. Est-ce que c'est ça déjà la théorie, premièrement? Et est-ce qu'il y a une vérité dans cette théorie, monsieur Asif Arif? Cette théorie, elle a été théorisée, même si c'est un peu redondant, par Renaud Camus, qui a effectivement, ça reprend les grandes lignes de ce que vous venez de dire. Mais il faut
il faut contrebalancer avec plusieurs éléments. D'abord, le premier, c'est que le grand remplacement fait aussi écho au livre récent de Michel Houellebecq. Je ne sais plus comment il s'appelle malheureusement, j'ai oublié le nom, mais dans lequel il met en perspective une personne qui serait issue d'un parti qu'il dit islamiste et qui arriverait au second tour contre Marine Le Pen. En gros, il dit voilà les deux extrêmes auxquels on aboutirait, et donc c'est toute une théorie. C'est une théorie du grand remplacement de manière un peu biaisée, mais c'est une théorie du grand remplacement. Il faut contrebalancer ces ouvrages avec un autre élément, un ouvrage de Raphaël Liogier qui s'appelle Le mythe de l'islamisation. Et ça, c'est très important pour contrer le grand remplacement, parce que ce que Raphaël Liogier, qui est sociologue, qui est professeur à Sciences Po Aix-en-Provence, dit, c'est que en réalité, le grand remplacement n'est qu'un grand mythe. Parce que c'est un mythe, parce que d'abord, on ne peut pas considérer que les populations musulmanes telles qu'elles existent dans les pays musulmans et telles qu'elles existent aujourd'hui en France ont les mêmes aspirations culturelles, ont les mêmes aspirations d'état de droit, ont les mêmes aspirations que leur pays d'origine. Ça, c'est faux. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les personnes qui sont nées en France ne peuvent pas être considérées comme des grands remplaceurs, entre guillemets, parce que ce sont des personnes qui sont déjà nées en France et donc qui sont françaises. Ou ça renverrait à une volonté de refuser aux personnes qui sont nées en France mais de parents étrangers leur francité, ce qui serait incroyable. Et ce qui est déjà le cas. On essaie tous quand on dit il faut qu'ils s'intègrent mieux, etc. Oui, mais il y a des personnes qui sont nées en France, on les intègre comment? Elles sont déjà intégrées. Donc, en réalité, on ne peut pas mettre sur la même perspective les mêmes éléments. Et ensuite, le grand remplacement va aussi jusqu'à dire que les Africains, les Maghrébins font beaucoup d'enfants, et donc comme ils font beaucoup plus d'enfants que les Européens, ils vont grand remplacer complètement nos petits-enfants blanc entre guillemets, puisque il y aura 8 enfants par foyer africain et maghrébin, et donc ça va complètement. Ça aussi c'est complètement faux, mais c'est un mythe total, parce que les études de l'INSEE et les études démographiques, et notamment Emmanuel Todd a écrit des livres franchement remarquables sur le sujet, et je vous invite vraiment à les lire. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Qui est Charlie, qui est vachement intéressant sur l'évolution démographique, parce que c'est un démographe à la base, Emmanuel Todd. Enfin, peut-être pas lui, mais son ami, un ami avec lequel il a écrit quelques livres, est démographe. Et donc, en fait, ce qu'ils essayent de démontrer, c'est que en réalité, le nombre d'enfants se fait plus dans une corrélation avec l'éducation. Alors, les enfants issus de l'immigration qui sont nés en France font beaucoup moins d'enfants que leurs parents, qui sont dans leur pays d'origine, etc. Les personnes qui sont plus éduquées font moins d'enfants, et en Occident, on va vers une société qui est de plus en plus éduquée, ou qui est de plus en plus éduquée, en tout cas, pour nous, éduquer, c'est baccalauréat, voilà. Et donc, les personnes qui passent ce cap-là font moins d'enfants, que ce soit des personnes qui soient de souche blanche, ou que ce soit des personnes qui soient de maghrébins, africains, peu importe les autres différentes origines, et eux, en fait, tout dépend du niveau d'éducation. Donc, le grand remplacement est en réalité un mythe total, où on essaye d'exporter un imaginaire aussi collectif. Alors, on a une tendance à la... Asif Arif, il nous reste 3 minutes. Je suis obligé de vous couper parce qu'il nous reste 3 minutes. C'est un sujet très intéressant. On a envie de l'aborder, on a envie d'en parler. D'ailleurs, je suis en train de lire les messages qui nous sont parus sur le chat YouTube, des personnes qui nous disent que le sujet est très intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. On était à 45 visionnages. J'espère que les pays africains aussi, où ils ont pu assister justement à cette émission sur satellite. Je vais quand même laisser la parole à Monsieur Omar, peut-être 1 minute sur le grand remplacement. Qu'est-ce que vous avez à dire, Monsieur Omar, sur le grand remplacement? En 1 minute, s'il vous plaît, parce qu'on va terminer. Monsieur Omar. Oui, bah, en fait, moi, la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont en train de dire, oui, il ne faut pas parler de race, le concept de race n'existe pas, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Et à partir du moment où de tels concepts existent, comment ils peuvent parler de grand remplacement? Grand remplacement par qui? Par quoi? On est tous des êtres humains, donc et surtout, comme l'a si bien dit
à Steve Seb, les personnes dont il est question souvent, ce sont des Français. C'est seulement parce qu'ils ont un faciès différent du faciès caucasien qu'on va dire qu'ils sont pas assez intégrés. Alors que Merci même beaucoup. culturellement, ils sont français. Donc comment ils vont remplacer qui? C'est de la pure démagogie et encore une fois, je trouve irresponsable de la part du pouvoir médiatique de faire en sorte que des paroles aussi irresponsables et farfelues, parce qu'elles sont. Merci, merci beaucoup, monsieur Omar Ahmed Saheb. On va terminer avec ces quelques propos qui étaient très intéressants, le sujet d'aujourd'hui. On va y revenir. Alors, nos émissions Horizon d'Islam, elles vont avoir quelque peu ce format même dans les prochains mois. Donc, on aura des sujets d'actualité, on va essayer d'avoir. Donc, si vous intéressez à l'actualité, si vous avez des idées à nous proposer, vous pouvez nous écrire sur mtafrançais@mta.tv. Et les internautes qui nous regardent sur Omar Répond, vous savez très bien que vous pouvez nous contacter très facilement. Tous les dimanches, sur notre chaîne YouTube MTA Français, nous avons les émissions Omar Répond et on répond directement aux questions des internautes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quand même donné la priorité à nos intervenants et au sujet d'aujourd'hui. D'ici, Inch'Allah, au mois prochain et à dimanche prochain pour Omar Répond, on vous retrouve, Inch'Allah, dimanche prochain avec Monsieur Omar Ahmed Saheb. Merci de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est ce qu'on appelle la burqa, et la burqa est interdite en France. Mais ça, c'est un voile intégral. Est-ce que pour vous, c'est... J'en vois aussi. hallucinant, Mais cette description. c'est l'assimilation, des Nicolas. intégrations. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Pour la majorité, 2/3 des interrogés, la laïcité est acceptée et la loi de la République placée au-dessus de la loi religieuse. Très inquiétant, 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines, les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines, le Parisien qui nous a... Horizon d'Islam, un programme qui vous est présenté par la MTA Internationale.